Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 13 octobre. Sur la plage de Caladorce, en Corse, les gendarmes auteurs de l'incendie de la Paillote chez Francis ont participé à la reconstitution judiciaire de ce qui s'est passé le 19 avril dernier. Le docteur Yves Godard, officiellement disparu en mer avec ses 2 enfants depuis le 1er septembre, aurait été vu sur l'île de Man, c'est en mer d'Irlande. Coopération policière des États-Unis, de l'Équateur, du Mexique et de la Colombie pour capturer 30 chefs du trafic de stupéfiants, dont plusieurs responsables des cartels de Cali et Medellín. Visite au Kosovo du secrétaire général de l'ONU. Les enquêteurs du tribunal pénal international poursuivent leurs tâches pour retrouver les cadavres des victimes albanaises et les identifier. Nous avons pu les suivre. Et puis en exclusivité ce soir pour France 2, dans cette édition de 20h, David Bowie, à l'occasion de la sortie de son 23e album solo et de son spectacle Demain à l'Élysée Montmartre. Nous trouverons David Bowie à la fin de cette édition. La plus célèbre des paillotes méditerranéennes, celle de la plage Caladorce ou près d'Ajaccio, était aujourd'hui le lieu d'une reconstitution judiciaire sous les regards médiatiques. Le juge d'instruction chargé de l'affaire de l'incendie de ce restaurant de plage, commis dans la nuit du 19 au 20 avril dernier, a demandé aux gendarmes, membres du commando déployés cette nuit-là, de refaire les gestes et les déplacements qu'ils avaient sans doute prémédités. Reportage de nos envoyés spéciaux, Michel Fine et Philippe Turpot. Les journalistes sont tenus à l'écart. 150 gendarmes bouclent la zone. Sur la plage de Caladorzu, le juge Patrice Cambérou dirige la reconstitution. À sa demande, le capitaine Norbert Ambrosse remet sa cagoule, comme lors de la nuit du 19 avril dernier. L'ancien patron du GPS se trouvait exactement ici lorsqu'il a mis le feu à la paillote, lorsque les vapeurs d'essence enflammées ont brûlé ses mains et son visage. Il y avait tellement d'essence que ça a fait une sorte d'explosion. Et s'il y avait eu moins d'essence, à ce moment-là, il n'y aurait plus à avoir des morts. Voilà, c'est une erreur, c'est une indéniable de manipulation. 50 litres d'essence dans des bidons dissimulés derrière ces rochers, 3 semaines avant l'incendie. Le commando avait tout préparé. Le propriétaire de la paillote, Yves Ferraud, a suivi la reconstitution cet après-midi avec appréhension. Elle lui a rappelé sa paillote brûlée et ce tract, Ferraud balance des flics. Ça me rappelle trop des mauvais souvenirs. C'est dur. C'est dur parce que tout le monde, à l'heure actuelle, tout le monde a oublié le tract, mais moi je ne l'oublie pas. Si la gendarmerie n'aurait pas fait son travail, je ne pense pas que je serais là à l'heure actuelle pour vous en parler. L'enquête de la gendarmerie a déterminé que l'ordre d'incendier la paillote venait de la préfecture de Corse. Le colonel Henri Mazère, le préfet Bernard Bonnet, son directeur de cabinet Gérard Pardini ont été mis en examen pour complicité. Ils n'étaient pas sur la plage de Caladorzu la nuit des faits, ils n'étaient donc pas convoqués cet après-midi. Cette reconstitution était l'un des derniers actes de l'instruction. Il importe maintenant de savoir si le préfet Bonnet, son directeur de cabinet et les gendarmes seront jugés par une cour d'assises ou un tribunal correctionnel, s'ils seront jugés en Corse ou à Paris. Réponse dans quelques mois, car l'affaire des paillotes viendra devant un tribunal avant la fin de l'an 2000. Et puis la semaine prochaine à Ajaccio, 4 membres de cabinet ministériel, dont le directeur de cabinet du Premier ministre, Olivier Schrammeck, seront entendus comme témoins par le juge d'instruction chargé de cette affaire de la paillote. Selon le procureur de la République de Saint-Malo, le docteur Yves Godard et ses 2 enfants, disparus depuis le 1er septembre après avoir loué un voilier à Saint-Malo, auraient été vus sur l'île de Man, c'est au large de l'Irlande. La justice soupçonne le docteur Godard d'avoir tué son épouse, dont des traces de sang ont été retrouvées à leur domicile dans le Calvados. Commentaire Jacques Cardoz avec Jacques Deveau. L'île de Man, au nord de l'Angleterre. C'est ici que le docteur Godard a été vu en compagnie de ses 2 enfants, probablement entre le 5 et le 12 septembre dernier. Il aurait été reconnu par le patron d'un hôtel de l'île, mais Yves Godard n'a pas été vu en compagnie de sa femme avec laquelle il s'est disputé la veille de leur départ. Pour le procureur, il n'est pas impossible que la famille réside toujours dans l'île. Un homme se trouve aujourd'hui probablement en fuite avec 2 très jeunes enfants. Rien, et j'insiste bien, rien ne doit donc être entrepris, notamment sur le territoire de l'île de Man, qui pourrait être de nature à gêner ou à compromettre l'action des enquêteurs britanniques et français. Personne n'avait plus vu la famille Godard depuis le jour de leur départ de Saint-Malo, le 1er septembre. C'était à bord d'Unique, un voilier semblable à celui-ci.
Dès le lendemain de la disparition, l'incroyable périple commence. Une série d'indices. Le docteur a d'abord été vu en mer en compagnie de l'un de ses 2 enfants lors d'un contrôle douanier le 2 septembre. Le 5, une partie du Nick est localisée puis retrouvée. C'est l'annexe du voilier. Le 16, l'enquête des gendarmes bretons apporte son lot de révélations. Les traces de sang retrouvées dans la chambre du couple ainsi que celles relevées dans la voiture garée sur le parking du port sont bien celles de l'épouse du docteur. Dès le lendemain, le gilet de sauvetage du Nick est repêché et 5 jours plus tard, c'est le radeau de survie qui vient compléter ce puzzle. Les résultats d'expertise réalisés sur le radeau de survie révèlent que le cordon a été déclenché volontairement. Le docteur a donc très bien pu être victime d'une avarie, mais il a aussi pu maquiller un naufrage pour troubler les enquêteurs. Mise en examen pour homicide involontaire du chauffeur du camion belge qui a pris feu le 24 mars dernier dans le tunnel du Mont Blanc. La catastrophe avait fait 39 morts. Et les investigations judiciaires se poursuivent actuellement. Commentaire Benoît Gadret et Thierry Simonet. Gilbert Degrave est-il une victime ou a-t-il une part de responsabilité dans la catastrophe? Le routier belge a toujours affirmé qu'il n'avait rien pu faire le jour de l'incendie. Averti par des chauffeurs qui arrivaient en sens inverse de la présence de fumée à l'arrière de son camion, il a arrêté son véhicule avant de fuir devant les flammes. Je sais très bien que je n'ai rien fait de mal, donc je ne vois pas comment, pour quelle raison qu'il me ferait porter le chapeau, parce que j'ai rien fait. C'est le camion qui prend feu, bon ben, c'est tout. Monsieur Degrave est tout de même le lampiste, comment dirais-je, idéal dans ce genre d'affaires qui met en jeu des intérêts politiques et internationaux. C'est évident. Mais après 6 mois d'enquête et d'expertise, les circonstances du drame sont mieux connues. Et certains éléments recueillis par la justice sont en contradiction avec la version donnée par le chauffeur. Les enquêteurs se posent des questions quant au comportement du routier. Ne s'est-il pas aperçu plutôt d'un dysfonctionnement de son camion? Pourquoi s'est-il arrêté au milieu de la chaussée? A-t-il vraiment tenté d'éteindre l'incendie? Des doutes également partagés par cet avocat d'une famille de victimes. Il est responsable de s'être arrêté, il est responsable de ne pas avoir signalé certaines présences dans le tunnel, mais il n'est en aucun cas responsable de l'ampleur des dégâts, il n'est pas responsable de la défaillance de l'infrastructure. Et qui est responsable à vos yeux de tout ça alors? Les sociétés concessionnaires de manière incontestable. D'autres mises en examen visant notamment des cadres ou dirigeants de la société du tunnel pourraient suivre. Par ailleurs, l'origine de l'incendie apparaît aujourd'hui quasiment établie. Un long travail d'expertise et de recoupement avec d'autres sinistres survenus sur des camions Volvo du même type a été effectué. Conclusion, l'incendie est très probablement dû à un défaut de conception d'une partie du moteur du camion. C'est fait, le pacte civil de solidarité a été définitivement voté à l'Assemblée nationale cet après-midi. 315 voix pour, 249 contre et 4 abstentions, dont celle notable d'Alain Madelin et de Philippe Seguin. La ministre de la Justice s'est engagée à tout faire pour que le PACS puisse en pratique exister avant la fin de l'année. Mais outre les appels au président de la République lancés par la députée UDF anti-PACS Christine Boutin, l'opposition compte sur le Conseil constitutionnel pour amender ou corriger la loi, comme l'explique Arnaud Boutet et Luc Bachofen. Devant leur clavier de vote électronique, les députés au grand complet attendent le signal. Quelques secondes plus tard, c'est fait, le texte est enfin voté. Pour 315, contre 249, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur le PACS. Soulagement à gauche, après un an de bataille parlementaire et 2761 amendements déposés. Mais dans l'opposition, on ne s'avoue pas encore vaincu. Plusieurs recours vont être déposés devant le Conseil constitutionnel, et notamment sur ce que la droite appelle le fichage des personnes. Il est fondé sur, premièrement, une atteinte aux droits de l'homme, qui est particulièrement grave, puisque la loi a pour objet d'obliger les homosexuels à déclarer leurs pratiques pour pouvoir bénéficier de nouveaux droits. C'est une atteinte au secret de la vie privée. La droite juge également que les gratifications fiscales du PACS sont contraires au principe d'égalité. Mais pour les spécialistes du droit, ces recours ne sont pas sûrs d'aboutir. Je crois que la loi sur le PACS est une loi, j'allais dire, un peu hors norme. C'est une loi sur la vie personnelle, c'est une loi sur l'évolution sociale, c'est une loi sur les couples, quelle que soit la nature de ces couples. C'est donc une loi pour laquelle les références juridiques sont très très difficiles à trouver. À partir de sa saisine, le Conseil constitutionnel dispose d'1 mois pour se prononcer. La bataille du PACS n'est pas encore terminée.
À Toulouse, devant les présidents de conseils généraux, le Premier ministre a évoqué l'avenir de la décentralisation. Il la veut rénover, plus efficace, et a demandé à Pierre Mauroy de travailler avec une commission pour remettre ses conclusions dans le courant de l'année prochaine. Et M. Jospin juge possible d'engager une réflexion sur l'organisation institutionnelle du territoire. Dans ses propos toulousains, le Premier ministre a souhaité également un effort pour favoriser l'accès à la citoyenneté de jeunes Français issus de l'immigration. Plus du quart de la population française est née à l'étranger ou compte un parent immigré sur l'ensemble du XXe siècle. D'où la difficulté parfois pour retrouver des papiers attestant de la nationalité française. Difficulté doublée souvent de tracasseries administratives auxquelles sont confrontés celles et ceux qui cherchent un certificat de nationalité de façon très légitime. Voyez l'enquête de Stéphanie Savario et Yann Jiquel. Vous êtes français ou française, vous n'en avez d'ailleurs jamais douté. Mais un jour, on peut vous demander de fournir un certificat de nationalité. Et là, les ennuis commencent. Car sans ce document, aux yeux de la loi, vous n'êtes pas français. Pour obtenir ce certificat, il faut vous rendre au tribunal d'instance et souvent plus d'une fois. René l'a appris à ses dépens. À 85 ans, cette femme corse a été contrainte par sa caisse de retraite de fournir ce document pour toucher sa pension de veuve de guerre. Je suis venue ici à peu près tous les 15 jours pendant 3 mois. Rien que pour cette démarche-là, pour le certificat de nationalité. Car aux yeux de l'administration, le nom de Périgny ne sonnait pas très français, même si tout le passé de René témoigne du contraire. J'avais prouvé que j'étais française, surtout pendant la résistance, et puis toute ma vie, quoi. La situation se complique lorsque vos parents sont nés à l'étranger. C'est le cas de Jacques, naturalisé français alors qu'il était encore en culotte courte. Pourtant, au moment de renouveler sa carte d'identité, on lui a demandé un certificat de nationalité. Pour cela, il fallait fournir des documents polonais datant des années 30. Il a refusé l'engrenage. Alors je me suis dit, je vais faire autrement. Je vais pas passer par la voie administrative, je vais écrire à monsieur le maire. Malheureusement sans succès, alors... Je décide de monter un cran plus haut. Et donc monter un cran plus haut, c'est que j'écris cette fois à monsieur Chevènement. Et donc j'attends 15 jours, je vois rien venir. Et je décide de monter un cran plus haut et j'écris à monsieur Jospin. Donc j'ai été humilié personnellement et interrogé sur ma nationalité française. Après 3 mois de lutte, Jacques a enfin obtenu gain de cause. Toute cette absurdité administrative a pourtant une explication. Il y a quelques années, les problèmes posés par l'immigration clandestine ont tout faussé. Le ministère de l'Intérieur a donné des consignes de vigilance, d'où un surcroît de tracasseries. On ne peut pas pénaliser 90% ou 99% de gens qui sont français, qui ont une carte d'identité à raison, sous prétexte qu'il existe 1% de gens qui l'ont eu à tort. Des délais de traitement trop longs, une multiplicité des démarches imposées aux usagers pour une utilité qui n'est pas toujours perçue, telles sont les critiques du ministère de la Justice formulées sur lui-même dans cette circulaire de décembre 1998. L'administration tente donc d'améliorer les choses, mais aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement des délais pour obtenir le si précieux document. Les 2 membres d'Action Directe, Nathalie Ménigon et Joël Aubron, qui étaient incarcérés à Fleury-Mérogis depuis février 1987, ont été transférés aujourd'hui dans un centre de détention dans le Pas-de-Calais. Elles bénéficieront d'un régime normal, ce qu'elles revendiquaient depuis longtemps. La mafia de la cocaïne installée en Amérique du Sud vient de subir un très important revers. En Colombie, avec l'aide des États-Unis, de l'Équateur et du Mexique, une opération de police a permis de capturer la nuit dernière 30 personnes qualifiées de principaux chefs du trafic de stupéfiants. Ces trafiquants pourraient être extradés vers les États-Unis. Commentaire Hervé Brusini. Là-bas, lutter contre la drogue, c'est faire la guerre. La Colombie est le premier producteur mondial de cocaïne. Et cette guerre-là possède son général. Rosso Serrano mène la manœuvre depuis près de 10 ans. C'est à lui que l'on doit les arrestations d'aujourd'hui. Pas moins de 30 patrons du trafic de stupéfiants. La quantité peut surprendre, c'est que depuis le milieu des années 90, les temps ont beaucoup changé. Fini l'époque des barons de la drogue, les seigneurs des cartels comme les Ochoa, leurs acolytes, et l'arrogance de ces luxueuses résidences. À présent, l'industrie de la poudre blanche s'est décentralisée. Il y aurait 30, 40 organisations. La guerre se livre sur plusieurs fronts. Une guerre politique aussi.
Depuis 40 ans, la Colombie est secouée par les rébellions de toute nature, paramilitaires d'extrême droite, fractions armées révolutionnaires communistes, et chacun y va de son narcotrafic, une façon d'alimenter les caisses. Alors même si le récent coup de filet semble d'envergure, il laisse les spécialistes plutôt circonspects. Tant que l'on n'aura pas mis fin à cette situation et que l'État colombien n'aura pas repris le contrôle de son territoire, je crois qu'il sera vain de croire que l'on peut mettre fin au trafic de drogue. Ce n'est pas l'avis du grand voisin américain. Ce soir, la ministre de la Justice crie victoire après ce qu'elle appelle l'opération du millénaire. Les États-Unis qui voudraient dicter leurs conditions à la Colombie dans cette guerre. Une guerre qui vient de connaître un épisode important avec ces arrestations, certes, mais le combat est de tous les instants, avec corruption, assassinats par dizaines de milliers chaque année. Et le général Serrano, qui répète à qui veut l'entendre que la cocaïne, c'est nous, les pays riches, qui la consommons. Au Pakistan, après leur coup d'État qu'ils affirment ne pas avoir vraiment préparé, les militaires tentent de trouver la meilleure façon de diriger leur pays. Le Premier ministre Nawaz Sharif a été renversé pour mettre fin au désordre, entre guillemets, disent les chefs de l'armée pakistanaise, mais les réactions internationales reflètent toute une grande inquiétude compte tenu de la place géopolitique du Pakistan. Explication avec Philippe Rochaud. Un coup d'État sans effusion de sang. En quelques heures, les soldats du général Musharraf contrôlaient la télévision et tous les aéroports du pays. Pas de résistance, ni au sein de l'armée, ni dans la population. Le coup de force était presque attendu. Le général Musharraf, chef d'état-major de l'armée, que le Premier ministre Nawaz Sharif voulait limoger, a justifié son geste en disant que l'armée était la seule institution encore valide dans ce pays ruiné. Un discours salué par une population souvent lassée par la corruption du régime. Mais ce coup d'État inquiète les voisins du Pakistan comme l'Inde, où le problème du Cachemire reste la terre d'affrontement entre les deux pays. Le Premier ministre indien, Atal Bihari Vajpayee, prêtait serment aujourd'hui, 8 jours après les élections législatives qui de nouveau le portent au pouvoir. Vajpayee était sorti grandi de la dernière crise avec le Pakistan, où l'armée pakistanaise et les combattants islamistes ont dû se retirer des hauteurs du Cachemire. Il est de nouveau inquiet. Pour ce Cachemire musulman, Inde et Pakistan ont déjà mené 3 guerres. Or aujourd'hui, les deux pays possèdent l'arme atomique. La politique du général Musharraf sera donc jugée sur des actes. L'Amérique observe avec attention le soutien qu'apporte le Pakistan à son voisin, l'Afghanistan, où les intégristes, les talibans, sont installés au pouvoir depuis 3 ans. Ils ont accordé leur protection à l'homme le plus recherché du monde, Oussama Ben Laden, financier du terrorisme international. Les militaires pakistanais devront choisir leur camp. Le calme apparent qui s'est installé à Islamabad ne trompe personne. De la Chine, alliée du Pakistan, à l'Union européenne, il inquiète la communauté internationale qui demande le retour du pouvoir aux civils. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, était ce matin à Pristina, la capitale du Kosovo. Vous le voyez, il a été accueilli ici par Bernard Kouchner, puis ensuite il a rencontré de nombreux représentants de la société civile albanaise et quelques Serbes. Kofi Annan a souligné la nécessité de protéger les individus, quels qu'ils soient. Mais sur ce même territoire du Kosovo, le travail des experts en médecine légale, dépêchés par le tribunal pénal international, est encore très important. Il y aurait plus de 500 sites de fausses communes nécessitant une enquête. Pour France 2, Maryse Burgot et Jean-François Hoffmann ont pu observer l'une des équipes chargées de rassembler des éléments de preuve nécessaires aux inculpations de crimes de guerre. La poche est vide, poche gauche. Poche gauche vide, poche droite, arceau. Un objet métallique dans la poche droite. Une paire de chaussettes de laine. Un sweatshirt de coloration bordeaux. L'inventaire des vêtements est souvent un réquisitoire à lui tout seul. La plupart des cadavres portent 3 à 4 pantalons, plusieurs chemises superposées, plusieurs paires de chaussettes. Le site de Vaganica, au nord du Kosovo, compte 35 corps, 35 civils, abattus alors qu'ils fuyaient Mitrovica, emportant sur eux tout ce qu'ils pouvaient. L'équipe du professeur Roda, médecin légiste au CHU de Rennes, cherche aujourd'hui les traces de cette tragédie. Voilà. 5e, côte cassée à droite. 5e. Ces hommes appartiennent à l'une des 5 équipes d'experts travaillant aujourd'hui au Kosovo pour le TPI. 8e. Voûte crânienne intacte. Les conclusions de leurs autopsies seront des éléments de preuve. Il faut faire une photo, parce que ça évoque une baïonnette. Une marque verticale avec qui évoque un objet
perforant tranchant filtre la lame vers le bas. Tout à l'heure, nous avons eu un individu qui manifestement a été visé alors qu'il fuyait. Et on peut dire qu'il devait regarder le tireur en fuyant vers l'arrière, puisque la trajectoire du projectile a pris en séton l'épaule de son vêtement, le col, et la balle est rentrée dans la partie postérieure de la mâchoire. Donc on peut imaginer facilement à ce moment-là la situation. L'équipe du secteur nord du Kosovo est dirigée par 2 enquêteurs canadiens, un homme et une femme qui ont érigé la discrétion en règle de travail. Pour l'instant, ils rassemblent les noms et adresses des témoins capitaux. C'est seulement cet hiver, quand les conditions météo ne permettront plus les autopsies, qu'ils enregistreront des dépositions détaillées. Il y a beaucoup de témoins qui ont fait des vidéos, ils ont fait des cassettes, ils ont pris des notes, des cahiers. Normalement, au 2e niveau, on est capable d'identifier ces témoins qui vont nous donner ces preuves ou des copies de ces preuves qu'on peut utiliser par charnier, identifier les scènes de crime. La journée des enquêteurs s'achève dans un campement militaire près de Mitrovica. Les 2 médecins légistes de l'équipe revoient les notes de la journée. Ah oui, c'est joli ça, avec le blouson. Un dossier par cadavre autopsié et dans certains cas les photos des lésions qui prouveront leur constatation. Sur tout le Kosovo, 150 sites ont ainsi été étudiés. Mais dans 350 autres localités, les Albanais attendent toujours l'arrivée des enquêteurs. Des enquêteurs qui devront peut-être un jour se pencher sur un autre dossier, celui des exactions commises aujourd'hui contre les civils serbes du Kosovo. De nouveau, des membres de représentants des Nations Unies font l'objet de violences. Hier, on évoquait la personne tuée, de citoyenneté bulgare au Kosovo, ce qui s'est passé au Burundi avec 2 morts. Cette fois-ci, c'est en Abkhazie, l'enclave séparatiste de Géorgie, que 7 personnes, dont un militaire allemand de l'ONU, sont retenues en otage. Sous l'impulsion du nouveau roi Mohamed VI, le Maroc change en matière de liberté. Après le retour de l'opposant Abraham Serfati, c'est la famille de Ben Barka qui vient d'obtenir des papiers pour retourner au Maroc. L'enlèvement puis la mort de Ben Barka en France remonte à octobre 65. Depuis, tout semblait figé. Commentaire Bernard Lebrun. Il s'appelle Béchir Ben Barka et vit en France depuis 35 ans. Professeur de mathématiques à l'IUT de Belfort depuis 12 ans, il possède la double nationalité française et marocaine. Mais depuis 34 ans, son passeport marocain n'avait pas été renouvelé. Signe de changement profond au royaume chérifien, il vient enfin de recevoir son nouveau passeport, ainsi que sa mère et ses 3 frères et sœurs. Au nom du père, il mène inlassablement un combat pour qu'éclate enfin la vérité. Au Maroc comme en France, les archives lui demeurent interdites. Ces archives concernant l'affaire Ben Barka, actuellement, ils sont au palais de justice à Paris. Mais il y a un secret défense. Voilà, malheureusement, 200 pièces sont toujours couvertes par le secret défense. Sombre vendredi de la trouble histoire de la relation franco-marocaine. Bachir avait 15 ans, c'était le 29 octobre 1965, au cœur de Paris. Devant la brasserie Lip, Mehdi Ben Barka est enlevé par des membres des services secrets français. On ne reverra jamais le grand opposant et rival politique d'Hassan II, qui fut d'ailleurs son professeur au Collège Royal de Rabat. Rabat comme Paris se renverront la responsabilité de l'enlèvement, morceau d'anthologie. Une grande partie de la presse travaillée par le ferment de l'opposition politique, attirée par l'espèce d'atmosphère à la Belphégor que créent l'évocation des mystérieuses barbouzes. Malgré 2 retentissants procès, dont l'un conduit par l'avocat et ami de Ben Barka, maître Abderrahmane Youssoufi, l'actuel Premier ministre marocain, jamais l'affaire de la Ve République n'a été élucidée. À la veuve de Ben Barka, Charles de Gaulle avait promis de son vivant la vérité. Bachir, lui, a décidé d'aller la chercher dans les archives de son pays, que le jeune roi semble bien décidé à lui ouvrir. Démonstration policière hier soir à Paris à l'occasion du match de football Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Le dispositif était très important car il s'agissait d'éviter le renouvellement des incidents de mai dernier consécutifs à un autre match Paris Saint-Germain-OM. La tactique employée face aux supporters des 2 camps fut très efficace. Olivier Galzi, Guillaume Fautra et Emmanuel Beck en ont été les témoins. Ils sont venus de Marseille, ils sont en territoire ennemi.
Pour les forces de l'ordre, seule façon d'éviter le débordement, la torture romaine. Des escortes par petits groupes de supporters jusqu'à l'entrée du stade. En tout, 1000 policiers sont mobilisés. Ah, c'est pas normal, mais c'est comme d'habitude. S'ils n'étaient pas là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bagarre. Bagarre? Allez l'OM! PC de sécurité à l'intérieur du stade. Mais attention, nous signalons des interpellations place de la porte de Saint-Cloud pour des gens qui jetaient des projectiles reçus. C'est ici que le commissaire Reynaud gère toute la sécurité du match. C'est un énorme dispositif. Quelle est la difficulté principale là? C'est de tout maîtriser en même temps. Pour le moment, ça va. C'est bon. Pour tout maîtriser, à l'intérieur comme à l'extérieur du stade, une dizaine de caméras surveillent les éléments les plus agités. Repérés et photographiés, les perturbateurs sont d'abord prévenus par les stewards en orange avant d'être expulsés. Mais parfois le débordement est trop grand. Non, mais il faut le prendre. Allez, moniteur 3, vous me chopez ce type là qui veut... Marseille vient de marquer un but, les stadiers sont dépassés, les CRS interviennent. Voilà, comme ça il faut faire, bien sûr. Allez, effectivement, très bien. La faut arrêter. Fin de soirée à l'extérieur du stade. Cette fois, les policiers doivent repousser des supporters parisiens trop belliqueux. Le score de cet autre match, 6 blessés côté policiers et une dizaine d'interpellations. Et tant pis pour les Marseillais venus en voiture. Minuit, les supporters de l'OM peuvent enfin sortir du stade. Pas question pour eux de visiter Paris. Direction les bus où ils seront escortés jusqu'au péage autoroutier. Le prix du billet pour la police, plus d'1 million de francs. C'est ce qu'a coûté le dispositif hier soir. Et puis du sport, du rugby pour le match qui l'opposera aux Fidji samedi à Toulouse. L'équipe de France sera ainsi constituée. On remarque que Émilie Ntamak sera au centre. C'est le dernier match de qualification pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde de rugby. David Bowie est à Paris et c'est un événement. Il se produira demain à l'Élysée-Montmartre, mais désolé, c'est complet. Alors consolation, non seulement il est là sur le plateau, mais vous pouvez vous procurer le nouvel album de David Bowie, le 23e en solo pour quelques 30 ans de carrière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 30 années ont été riches, diverses et parfois explosives. En voici un aperçu avec Laurence Piquet. De look caméléon pour ce dandy à la cinquantaine radieuse. Le style Bowie se décline à l'infini. C'est dans L'Efféminé qu'il a commencé avec le personnage de Ziggy Stardust. Name, David Bowie, 33 years old. Generalist. Oh, I don't believe in Beatles. Une pop star qui s'est d'abord distinguée dans la provocation avant de goûter aux grands succès commerciaux dans les années 80 avec Let's Dance. Puis ce sera China Girl, 2 tubes planétaires. Virage à 180 degrés. En 1988, Bowie commence une nouvelle vie avec le groupe Tin Machine. Son de guitare épuré, nouvelle simplicité, puis retour à un style déstructuré dans les années 90. Bowie, fasciné par la science-fiction, signe la musique du film Seven et fête ses 50 ans sur scène à New York. Il n'a jamais été aussi heureux. C'est extraordinairement excitant pour moi, car honnêtement, je ne sais rien de ce qui va arriver. Je sens vraiment que si je devais revenir en arrière, je préférerais m'arrêter et faire peut-être plutôt des sculptures ou de la peinture. Peindre et sculpter font justement partie de ses passions, tout comme jouer dans des films ou produire des artistes comme Lou Reed et Iggy Pop. Bowie, le singulier, ne conçoit l'art qu'au pluriel. Il chante aussi bien avec Mick Jagger qu'avec les Smashing Pumpkins et Placebo. Enfin, Bowie, l'innovateur, lance le premier un emprunt rock. Il est coté à la bourse. Il est aussi le premier à créer un site internet. C'est quelqu'un qui est très sincèrement intéressé par les systèmes et par créer des nouveaux modes. On le voit maintenant, il lance des morceaux sur Internet, etc. Il a envie de trouver des moyens différents de faire les choses.
Pour son 23e album intitulé Hours, Bowie reprend le chemin de la simplicité en cultivant encore son originalité. Dans la première chanson extraite de cet album, Thursday Child, il nous parle des angoisses des gens de son âge, par exemple du temps qui passe. Bonsoir David Bowie. Vous parlez du temps qui passe effectivement dans votre CD, c'est par nostalgie, parce que je vous voyais regarder les images de ces années, vous avez un sourire, vous avez une distance vis-à-vis de tout ça. Je pense que je suis un peu fatigué après avoir vu tout ça. Je crois que je vais m'arrêter. Je m'en vais. Non, restez avec moi, c'est pas grave. Mais le côté caméléon, le fait que vous soyez sans arrêt transformé, modifié en apparence, c'était, au fond, c'était un amusement, c'était quoi, une manière d'être en situation de dérision vis-à-vis de vous ou pas? Probablement, j'ai très peu de pouvoir de concentration et je regarde chaque album comme en fait une œuvre en soi, indépendante. Et mon approche, c'est cela. Donc chaque album change totalement du précédent. Sur la pochette de votre nouvel album, il y a deux David Bowie. Il y en a un qui est une sorte d'ange, très beau, très propre, et puis l'autre qui a l'air quasiment agonisant. C'est lequel des deux? on est dans la vérité avec lequel des deux? Eh bien, voyons. Oui, vous le connaissez quand même. J'arrive pas à le dire. Je ne sais pas lequel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Lequel vous préférez des deux? Je pense que les deux font partie d'une seule chose. Les deux moitiés. L'un côté créateur, l'autre côté humain. Le fait qu'on dise que votre dernier album est un album plus sage, plus harmonieux, plus traditionnel, ça vous agace? Vous dites j'ai vieilli d'un coup ou quoi? Non, pas du tout. Je pense que c'est juste ce qu'il fallait faire pour cette année, mais qui sait pour l'année prochaine. J'en sais rien, c'est très difficile de voir l'avenir. Alors, l'originalité, Laurence Piquet évoquait le fait que vous avez créé un site, vous avez été le premier à créer un site sur le net, et ce disque-là a été mis sur le net au Canada, aux États-Unis, et on pouvait le télécharger. Pourquoi est-ce que vous avez voulu tout de suite utiliser ce mode de transformation, ce mode de communication? Eh bien, je vois l'Internet comme étant un système de communication, non seulement d'aujourd'hui, mais pour l'avenir. Je pense que la croissance sera exponentielle. Et j'ai bien insisté, pour faire partie de cela, faire partie du futur. Car c'était pour moi vraiment une indication du futur et de la façon dont on va recevoir la musique à l'avenir. C'était une expérience et je pense que sur le plan technique, la bande passante est plutôt étroite, en tout cas à l'heure actuelle, et on ne pourra pas vraiment profiter pleinement de la musique sur Internet jusqu'à ce que cette largeur de bande soit plus large et qu'on arrive à télécharger plus rapidement. Alors vous êtes un artiste, vous êtes un créateur, je crois que vous aimez beaucoup la peinture aussi. Or, cet artiste est en même temps double parce qu'il est coté en bourse, qu'il fait des affaires. Ce côté très gestionnaire, ça vous embarrasse pas dans votre création de temps en temps? Stop me, someone. Arrêtez-moi. Non, rien ne m'embarrasse. Rien ne me gêne, pas à 53 ans. Alors, vous avez été dirigé au théâtre, au cinéma, dans des films, je pense, Le Prédateur, L'Homme qui tombait du ciel, Furio. Vous avez été photographié, produit, et maintenant vous êtes manipulé par des jeunes dans un jeu vidéo qui s'appelle Omnicron. Alors, comment vous expliquez cette attirance qu'exerce votre image? Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est quelque chose de très bien d'être manipulé par les jeunes. Ça devrait être le rêve de tous les vieux. Et vous-même, vous avez l'impression que vous avez manipulé quelquefois des publics, des jeunes, des vieux? Jamais de la vie. Jamais. Le goût de la provocation que vous avez eu pendant un temps, vous avez l'impression que c'est fini, que maintenant vous allez vous orienter vers un autre type de création, un autre type de musique? Non, je pense que quand vous créez une œuvre d'art, quel que soit le genre, même si vous ne voulez pas être provocateur, vous l'êtes tout de même. Quand vous développez une création, vous recherchez quelque chose de très profond, vous voulez vous exprimer de façon très forte. Et cela en soi, de ce fait, vous êtes un peu provocateur ou vu comme provocateur.
Alors je sais que demain vous allez recevoir une médaille, vous serez commandeur des arts et lettres par Madame Trottmann. C'est normal de se faire épingler comme ça une médaille quand on est une star, qu'on a été qualifié de grande star du siècle par le Sun. À quoi ça rime au fond? Je passe mon temps à collectionner des médailles de partout le monde. Et vous trouvez ça dérisoire ou ça continue de vous flatter? Non, je pense que c'est quelque chose d'excellent. Je suis très flatté. Les recherches que vous ferez en matière musicale ou de création maintenant, vous les ferez en allant chercher des sources d'inspiration vers l'Afrique, l'Amérique du Sud, vers le rap, vers le rail, vers quoi irez-vous maintenant? Ce que je fais pour moi-même, et ce qui est plus passionnant, c'est que je ne sais pas justement vers quoi je vais me tourner. J'aime bien ça. Tout est possible pour demain. Oui. Merci beaucoup David Bowie d'être venu dans ce journal. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore fini, je vais juste le montrer. Et puis rappelez que vous êtes à l'Élysée-Montmartre demain. Et puis peut-être que vous reviendrez à nouveau vous produire sur une scène française. Merci. À la fin de cette édition, je vous rappelle 3 informations que nous avons développées. Le docteur Godard, qui est disparu depuis le 1er septembre avec ses 2 enfants, aurait été vu sur l'île de Man au large de l'Irlande. Il est recherché pour le meurtre de sa femme, commis dans leur maison du Calvados. En Colombie, vaste opération antidrogue menée avec les États-Unis, le Mexique et l'Équateur. 30 chefs des cartels de la cocaïne ont été arrêtés. Adoption définitive du PACS, le pacte civil de solidarité. Alain Madelin et Philippe Seguin se sont abstenus. L'opposition saisit le Conseil constitutionnel. La météo, dans quelques instants avec Isabelle Martinet. À 22h45, vous retrouvez Jean-Luc Delarue pour Ça se discute. À 1h, le dernier journal avec Florence Duprat, suivi des mots de minuit avec Philippe Lefebvre. Demain, 7h50, dans la 4 vérités, Françoise Laborde recevra Charles Pasqua. Et puis à 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain, 20h. Bonsoir. Merci.